Menu de 21e siècle. Au Brésil, une femme se bat pour le plus élémentaire des droits. Ils veulent cette eau pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et ils croient que c'est possible. Et c'est possible, car c'est à portée de main. De l'eau propre et potable pour vivre dans la dignité. Haïti, un pays en pleine reconstruction. Ça fait me sentir, parfois même s'il y a des obstacles, avec de la détermination, votre rêve se réalisera. L'avenir passera par cette jeunesse qui aujourd'hui s'autorise à rêver. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. De l'eau propre à boire pour cuisiner, se laver, de l'eau évacuée, assainie. Pour une personne sur 3 dans le monde, c'est encore un luxe. Pourtant, l'eau propre, c'est le premier des besoins pour une vie saine et digne, le premier des droits pour chacun d'entre nous. Au Brésil, nous suivons Catarina, une femme qui en a fait son combat. Je pense que l'eau du robinet, c'est le meilleur exemple, la meilleure illustration de la démocratie. Si vous garantissez de l'eau saine pour tout le monde, dans une ville ou dans un pays, cela veut dire que dans cette ville ou dans ce pays, les tuyaux sont les mêmes pour les plus riches comme pour les plus pauvres. La qualité de l'eau est la même. Pauvre ou riche, tout le monde boit la même eau. Catarina de Albuquerque est portugaise, professeure de droit, mais aussi rapporteure spéciale des Nations Unies pour l'eau potable et l'assainissement. Sa mission, changer la donne pour les millions de personnes qui vivent encore aujourd'hui sans l'accès à l'eau, le plus fondamental des droits humains. Depuis qu'elle a été nommée en 2008 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Catarina a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour promouvoir cette mission à travers le monde. Son travail, faire un état des lieux dans les pays les plus pauvres, l'île de Tuvalu par exemple, comme dans les pays les plus riches, les États-Unis. Quand je suis en mission, je m'aperçois que les gens ne savent même pas que ce dont nous parlons. C'est un droit humain, un droit qui leur revient. Donc j'essaye d'expliquer ce que cela veut dire, ce que cela implique. Et elle nous l'explique. Sans eau potable, sans assainissement, beaucoup d'autres droits fondamentaux, même le droit à la vie, sont hors d'atteinte. L'eau, l'assainissement devraient être accessibles, abordables, disponibles et de manière continue, une eau de bonne qualité bien sûr. Quand ces conditions sont réunies, c'est toute la société qui en profite. Sur chaque dollar que vous investissez dans l'eau et dans l'assainissement, vous avez un retour d'au moins 5 dollars. Chaque dollar investi, vous le multipliez parce que les gens ne sont pas malades, ils vont au travail, les enfants vont à l'école. Alors imaginez cet argent, la somme d'argent que vous économisez, juste en investissant dans l'eau et l'assainissement. Aujourd'hui, Catarina entame sa visite du Brésil à Brasilia, la capitale. Sa tournée, 11 jours, 5 villes, a été programmée pour évaluer l'accès de la population du pays à l'eau et à l'assainissement. Le gouvernement brésilien l'a invité à répertorier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui pourrait fonctionner mieux. Le rapporteur fera alors son bilan détaillé et des recommandations. En termes d'accès à l'eau et d'assainissement, on peut dire que le Brésil a beaucoup progressé à l'échelle nationale ces dernières années. C'est le résultat d'une réelle détermination et implication des gouvernements successifs. Ici au Brésil, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'argent. Les investissements pour l'eau et l'assainissement sont de plus en plus importants, ce qui est bon. C'est aussi un signe que cette question est une priorité pour le gouvernement. Alors, c'est évidemment important. Il y a un plan national et je pense que l'adoption d'un plan national est la première étape pour la mise en œuvre des droits. Catarina respecte son agenda, un rythme de fou. Elle court de bureau en cabinet, honorant ses rendez-vous au ministère des Affaires étrangères ou au bureau du procureur général. C'est un bâtiment impressionnant, non?
Elle assiste également à de nombreuses réunions avec les agences nationales impliquées dans cette question de l'eau. Elle prend son travail à cœur, s'y consacre à 100%, un travail bénévole pourtant. Nous sommes très occupés parce que nous faisons cela pro bono. Donc, d'un côté, c'est sur notre temps libre et de l'autre, nous voulons faire notre maximum. Rien ne ralentit Katharina, à part peut-être les nécessités les plus simples de la vie. Si je ne dors pas, je suis de mauvaise humeur et rien ne marche. Et si je ne mange pas, c'est pareil. Réunion après réunion, Katharina commence par écouter, puis elle oriente la conversation vers ses priorités. Elle cherche à obtenir les informations qui pourront lui être utiles pour la rédaction du rapport final. Il s'agit de vendre un produit, le droit humain à l'eau et à l'assainissement. Je veux captiver les gens pour qu'ils comprennent, qu'ils soient convaincus. Utiliser les droits humains comme cadre de travail pour la question de l'eau et de l'assainissement, par exemple. C'est faire un meilleur travail qui leur permettra de mieux servir les personnes qui sont censées servir. Mais sa mission, c'est bien plus qu'une série de réunions. Katharina veut voir comment les gens vivent. Sobradinho, un quartier de la banlieue de Brasilia, un quartier très pauvre. Ici, on survit plus qu'on ne vit. Mais depuis peu, l'eau y coule des robinets et les eaux usées sont évacuées, une grande amélioration pour la santé et le bien-être des habitants. Lorsqu'ils rencontrent Katharina, ils lui racontent leurs difficultés, mais aussi leur fierté d'avoir de l'eau de bonne qualité. Une eau qui reste encore un luxe. C'est trop, entre 10 et 20% du revenu des ménages. La nouvelle de sa présence s'est vite répandue. Ils affluent vers ce petit magasin. Facture d'eau à la main. Katharina est habituée. Elle sait que les habitants veulent, comme elle, lutter contre l'eau trop chère. Vous vous rendez compte des rêves qu'ils ont. Mais comme je dis toujours, être rapporteur, c'est vivre avec la frustration. C'est ce que je fais. Vous voyez à quel point les gens espèrent en vous. Vous essayez de faire ce que vous pouvez. Mais le succès dépend de la suite que vous arrivez à donner après votre départ. Katharina doit poursuivre sa route, rejoindre la prochaine étape de sa tournée au Brésil. Rio de Janeiro. Rio et ses plages, déjà l'une des destinations les plus touristiques, et qui occupe le devant de la scène mondiale depuis qu'elle a accueilli la Coupe du Monde de football de 2014 et qu'elle a été choisie pour les Jeux Olympiques d'été de 2016. Un énorme défi, d'énormes investissements. L'assainissement de l'eau en fait partie. Mais tout le monde n'en profite pas forcément de la même façon. Près d'1,5 million de personnes vivent dans les favelas, ces bidonvilles accrochés aux collines qui entourent Rio. C'est ici que vit Avanise Melo. Elle ne travaille pas, elle élève seule ses 6 enfants. La vie ici, c'est ce que vous voyez. La précarité. On est les oubliés. Pour Avanise et sa famille, l'eau vient d'un réseau de tuyauterie en PVC qui parcourt tout ce quartier que l'on appelle le complexe do Alemão. Mais certains jours, l'eau ne coule pas. Alors Avanise remplit ses réservoirs de fortune pour stocker l'eau au cas où. Quand l'eau sort du robinet, je lave la vaisselle dans l'évier. Mais quand elle ne vient pas, je vais au réservoir et je prends l'eau avec un seau. Pendant des années, le complexe do Alemão est resté aux mains des trafiquants de drogue. Mais en novembre 2010, la police a nettoyé la région. Ces efforts de pacification, comme on les appelle, ont restauré la sécurité dans la favela, avec pour conséquence une nette amélioration des infrastructures et des connexions avec les systèmes modernes de la ville. Aliciana Silva vit ici avec son mari, maçon, au chômage, et son fils de 13 ans. Elle a été témoin des résultats positifs de l'action de la police à Alemão.
Dieu merci, avec cette pacification, on ne voit plus ces hommes armés qui tirent. En revanche, pour ce qui est de l'eau, elle ne cache pas sa frustration. Les factures sont payées, mais les coupures, 2 par semaine au moins, se répètent. Je ne pense pas que je paye trop parce que l'eau c'est essentiel pour vivre. Je ne pense pas que c'est trop. Mais si un tuyau casse, nous devons le réparer nous-mêmes. On doit payer pour tout, vous savez. S'il y a quelque chose à faire, c'est mon mari qui doit réparer. Et des tuyaux de PVC cassés, il y en a beaucoup. C'est Edson Gomez qui en fait la démonstration à Catarina. Il est le président fondateur d'une organisation non gouvernementale locale. Il nous explique que la plupart de l'approvisionnement en eau dans les réservoirs de la compagnie s'apparente ici à du libre-service. Les tuyaux que vous avez vus dans cette communauté, si le résident n'est pas celui qui y a droit, il fait souvent partie de l'association des résidents, rien que pour avoir accès aux sources. Ce n'est pas conforme à la loi, mais on considère que ce n'est pas illégal, parce que ce serait bien pire que de mourir de soif. Porque seria pior morrer de sede. Baixada Fluminense, un autre de ces quartiers pauvres à la limite de la ville de Rio. Catarina poursuit ses visites et entend les mêmes complaintes. Pas assez d'eau, pas assez d'accès aux tuyaux d'acheminement. Ici, elle a pu voir aussi ce qui arrivait quand trop d'eau tombait du ciel. Les eaux usées se mélangent à l'eau de pluie et inondent les rues. Les gens doivent y marcher pour attraper un bus, pour aller travailler, aller à l'école. En grimpant les marches à flanc de la colline du complexe do Alemão, Catarina constate les dégâts après la pluie. Difficile à contourner, à éviter. Bien sûr, l'odeur est insupportable. Et quand vous parlez avec la population, ils vous disent que les enfants ont des maladies de peau, il y a des maladies liées à l'eau, etc. Évidemment, et c'est partout. Il y a des eaux usées là-haut qui continuent de se déverser droit sur ma maison. Si vous retournez, il y a une odeur horrible par là-bas. Catarina en est convaincue. De véritables mesures doivent être prises pour éradiquer ces inégalités et bénéficier à des populations comme celle du complexe do Alemão ou de Baixada Fluminense. Bien sûr, il y a les efforts et les investissements du gouvernement, mais c'est insuffisant. Ce genre de situation est inacceptable. Il y a de l'argent. La possibilité de faire des choses est réelle. Et pourtant, non seulement les gens n'ont pas accès à l'eau, mais les eaux usées ne sont pas évacuées. Et que fait-on? On tue les gens. On est en train de les tuer lentement. On réduit leur espérance de vie, on les envoie à l'hôpital, on fait en sorte que les enfants aient la diarrhée et d'autres maladies et qu'ils n'aillent pas à l'école. La colère de Catarina quand elle rencontre des représentants de la Compagnie des eaux de l'État, les organismes de réglementation de l'assainissement. Quand ils lui parlent de leurs plus récents projets, de leurs grands succès, elle répète les mêmes questions. Quoi pour les plus pauvres? Quoi pour Avanise et Aliciana? Beaucoup de ces personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement ne connaissent rien aux droits de l'homme. Ils sont ingénieurs et ils pensent tuyaux, ils pensent robinet, ils pensent technologie, ils pensent fuite, ils pensent connexion et déconnexion. Voilà à quoi ils pensent. Mais quand vous mettez un visage humain en face de leur travail, alors ça les fait penser différemment. Présent à cette réunion, Luigi Troisi, vice-président de l'Agence d'État de régulation de l'assainissement. La ville ne fait pas partie aujourd'hui de la juridiction de son agence, mais il le croit, il l'espère, l'avenir sera meilleur. C'est le moment clé pour Rio de Janeiro. Je pense que les Jeux Olympiques, notamment, vont aider à attirer des investissements plus importants dans la ville, ce qui va certainement améliorer l'assainissement. Oui, tout est question d'investissement. C'est une question de... Bref, où vous mettez l'argent? Quelles sont vos priorités? La tournée de Catarina tire à sa fin. Un dernier rendez-vous avec des membres du gouvernement. Catarina est en mesure de livrer ses premières conclusions à la presse. Son rapport complet sera partagé avec le gouvernement brésilien avant d'être présenté au Conseil des droits de l'homme à Genève. Je trouve que ces missions sont difficiles parce que
Les missions sont difficiles parce que vous voyez l'injustice et c'est... Comment dire? Vous ne comprenez pas comment c'est possible que des gens vivent dans ces conditions. Et alors, ce sont ces visages qui me guident quand je prépare mes recommandations. De quoi parle-t-on? Que veulent dire les droits de l'homme? Il s'agit des gens. Il y a donc chaque jour et dans le monde des experts indépendants comme Katharina, capables de jeter un œil critique sur la situation, d'imaginer des solutions. Mais malgré cette volonté politique, malgré les progrès notables, il y a aussi encore chaque jour des milliers de Brésiliens qui se battent pour le droit à une eau propre. Impossible pour Katharina de les laisser dans l'oubli. Ils veulent cette eau pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et ils croient que c'est possible. Et c'est possible, car c'est à portée de main. Haïti, frappé par un terrible tremblement de terre en janvier 2010, après des décennies d'instabilité politique. Le sort semble s'acharner sur cette île des Caraïbes où la pauvreté est endémique et l'espoir difficile à garder. Pourtant, la jeunesse a décidé de relever le défi. Ils sont quelques-uns à se battre, persuadés que la parole et l'action feront la différence. C'est l'histoire d'un jeune homme et de son rêve. Ça fait me sentir, parfois, même s'il y a des obstacles, avec de la détermination, votre rêve se réalisera. C'est facile pour surmonter. Oris Edrige se fait appeler Sadrak. Il est devenu l'un des leaders d'une jeunesse déterminée à reconstruire son pays. Son rêve, rebâtir Haïti, aider la nouvelle génération à dessiner un avenir, malgré le passé tragique de sa nation. Et d'abord, donner à cette jeunesse la chance de s'exprimer. Alors il a créé un magazine, Agora. Il est écrit par les jeunes, pour les jeunes, un espace de parole, un générateur de changement. Avec le magazine, nous allons éduquer les gens pour reconstruire Haïti. En construisant leurs esprits, nous aurons un pays meilleur. Un avenir meilleur, comment ne pas le souhaiter pour un pays comme Haïti? Haïti touché en plein cœur lorsque sa capitale, Port-au-Prince, a été dévastée par le terrible tremblement de terre de janvier 2010. Plus de 200 000 morts, autant de réfugiés dans des camps de fortune. Le dénuement, la pauvreté, qui n'ont pourtant pas empêché la nouvelle génération d'espérer, avec parfois une étonnante audace. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme Oris Edrige, Sadrak, qui sont très dynamiques, qui sont très intelligents, qui sont très motivés, qui n'attendent que des occasions comme ça pour faire ressortir leur talent. Le docteur Elie Tello est un ancien professeur d'université. Lorsqu'il a découvert le magazine de Sadrak, il a immédiatement été frappé par le talent et la vision du jeune homme. Il a tout de suite compris que cette publication répondait à un réel besoin. Beaucoup de jeunes qui vont à l'école n'ont pas accès à un journal, n'ont pas accès à un magazine, n'ont pas accès à des livres dans les bibliothèques. D'ailleurs, il n'y a pas de bibliothèque. Le docteur Tello a alors décidé d'embaucher Sadrak pour l'aider dans son projet de reconstruction du pays par la jeunesse. Une initiative pilotée et financée par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Objectif, encourager la participation de tous au processus politique. Le docteur Tello et Sadrak ont voulu se servir du magazine pour faire émerger les urgences sociales et culturelles, comme par exemple l'accès à l'éducation, à l'eau potable, à l'emploi. Le magazine qui est maintenant au niveau départemental en termes de couverture, bientôt sera un magazine au niveau national. Les problèmes et les défis de la jeunesse, Sadrak les connaît bien. Lui-même a dû lutter pour faire sa place.
comme beaucoup d'enfants en Haïti, il a vu ses parents partir pour travailler à l'étranger. Il n'avait que 6 ans. Et jusqu'à présent, depuis en 92, papa. J'ai vu mon père en 92 et ma mère en 98. Jusqu'à présent, je n'ai pas jamais retourné. Après cela, ils ne sont jamais revenus. Je leur parle au téléphone, mais j'ai oublié leur visage. Aujourd'hui, à 27 ans, il veut regarder devant lui. Moi-même, moi élevé sans maman, sans papa. Moi qui ai grandi sans mère et sans père, je me bats. Je vais toujours à l'école. J'ai continué à étudier jusqu'à maintenant et je me bats pour survivre. Dans mon esprit, en tant que jeune, je crois que nous allons remplacer le plus âgé pour diriger ce pays. Grâce à nos efforts, l'action démocratique est une réalité. Pour toucher davantage encore la jeunesse, Sadrak se sert de la radio. Tous les sujets qui préoccupent les Haïtiens y sont abordés. Les jeunes peuvent s'y exprimer. Une occasion unique de prendre la parole. D'Orsanville fait partie de ces centaines d'Haïtiens encore traumatisés par le tremblement de terre. Encore aujourd'hui, émotionnellement, je ressens les effets du tremblement de terre. À chaque fois que j'entends du bruit, j'ai peur. Lorsque le séisme a frappé, d'Orsanville mixait dans un studio d'enregistrement de Port-au-Prince. Il s'est échappé juste à temps de l'immeuble. Les gens qui étaient avec moi au studio sont morts. Je suis vivant, mais beaucoup de mes amis et parents sont morts maintenant. Au milieu du chaos qui a suivi la catastrophe, d'Orsanville a fui. Il est allé vivre à la campagne avec des cousins. Et c'est là que par chance, il a entendu Sadrak à la radio. Pour lui, un nouveau départ. Mais pour tous les autres. Il y a trop de jeunes qui sont dans les rues à ne rien faire. Je voudrais que le gouvernement crée plus d'écoles professionnelles, où tous les jeunes pourraient apprendre quelque chose et travailler pour vivre, gagner de l'argent et payer leurs factures. Mais le jeune maintenant, c'est surtout ça dont il a besoin. Il a besoin de se sentir respecté. Il a besoin de vivre dans la dignité. Il a besoin de vivre dans l'autonomie. Et pour cela, il faut un emploi. Oui, la reconstruction économique est une priorité. Mais la transformation profonde de cette jeunesse est pour le docteur Tello et Sadrak tout aussi cruciale. En plus du magazine, en plus de la radio, Sadrak organise des matchs de football pour les jeunes. Le football, c'est le sport principal pour les Haïtiens. Quand il y a des tournois comme celui-ci, les jeunes apprennent l'esprit d'équipe. Pour Sadrak, les sports d'équipe symbolisent le type de collaboration et de détermination dont les Haïtiens ont besoin pour guérir et avancer. La façon dont les joueurs de l'équipe interagissent, c'est de cette manière qu'ils peuvent se positionner pour améliorer et diriger le pays. En travaillant pour l'avenir de son pays, jour après jour, Sadrak réalise tout simplement son rêve. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legré de la Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.